en apprendre davantage sur la vision du groupe Havas, très engagé sur les sujets de transformation et dans tous les métiers également du groupe Vivendi. Nous sommes ravis d'accueillir ici sur la scène du Hub Forum Yannick Bolloré, qui va nous en dire plus. Yannick Bolloré, PDG du groupe Havas et président du conseil de surveillance du groupe Vivendi. On peut l'applaudir bien fort. Bonjour. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée en janvier 2014. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais été nommé quelques mois plus tôt, en août 2013, CEO du groupe Havas. Et quand on devient CEO d'un groupe, la première chose qu'on fait, c'est évidemment de voyager à travers le monde pour aller rencontrer ses clients, rencontrer ses collaborateurs et aussi rencontrer ses partenaires. Et à cette époque déjà, en Californie, il était en train d'émerger quelque chose de formidable autour de la technologie qui révolutionnait clairement les outils de communication. Et je me souviens de ce voyage en janvier 2014 à San Francisco, à Paris-San Francisco. Déjà, le vol pour y aller a été assez bumpy, on a dû revenir en arrière, repartir, bon bref, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Mais quand j'arrive à San Francisco, j'allume mon téléphone portable. À cette époque, il n'y avait pas encore de Wi-Fi dans l'avion, et quand on allumait son téléphone après un long voyage de jour, on recevait 50 textos et 200 emails. Je les scanne rapidement, et un des textos retient mon attention. C'était un texto d'un numéro que je ne connaissais pas, qui disait Hi Yannick, welcome to San Francisco. Tonight, near your hotel, there is a fantastic sushi restaurant and we have a 30% discount on salmon sushis for you. Et comment cet opérateur sait que je suis à San Francisco? Comment il sait quel est mon hôtel? Et surtout, comment il sait, et là je dois vous l'avouer, que j'adore les sushis saumon. Bon, la semaine se passe, je rencontre ces grands géants de la tech, donc vous vous souvenez, Yahoo, Facebook, Twitter venait de s'ouvrir, et j'arrive voir les gens de Google, donc à Palo Alto, un peu au sud, et je discutais avec le patron du moteur de recherche et tout un tas de choses, un Américain d'origine indienne, brillantissime d'ailleurs, et je lui raconte, on parlait de publicité ciblée, un peu comme la présentation qui a été faite juste avant, et je lui raconte mon texto, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il dit, ah, ça je sais, c'est moi qui ai fait ça. Je lui dis, mais comment ça, c'est toi qui as fait ça? Il me dit, oui, on a une nouvelle équipe de recherche sur la publicité ciblée pour offrir un contexte plus personnalisé aux consommateurs et plus efficace. Je lui dis, mais comment tu savais que j'étais à San Francisco? Il me dit, c'est simple, est-ce que tu as Waze? Je dis, bah oui, Waze, je l'ai téléchargé comme tout le monde, mais c'est plutôt pour essayer d'éviter les embouteillages. Il me dit, oui, oui, c'est une start-up israélienne qu'on a rachetée l'an dernier et ça nous permet de te localiser en permanence à travers le monde. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, si, regarde dans tes réglages, et en effet, dans les réglages, vous acceptez de manière automatique d'être localisé partout dans le monde. Je lui dis, mais mon hôtel, ça, c'est pas possible ça que tu saches quel était mon hôtel. Il me dit, si, parce que tu as un calendrier dans ton téléphone. Je dis, bah oui, j'ai un calendrier dans mon téléphone. Et mon assistante avait rempli le nom de l'hôtel avec l'adresse, et donc il savait quel était mon hôtel. Je dis, d'accord, alors, les sushis saumon, ça c'est pas possible que tu saches, parce qu'il se trouve que j'adore les sushis saumon. Et il me dit, est-ce que tu as Gmail? Je dis, bah oui, j'ai Gmail, c'est super, Gmail, j'avais une solution d'email payant à l'époque, puis vous avez offert des emails gratuitement avec tout un tas de gigas qu'on pouvait s'envoyer, j'ai pris Gmail. Il dit, regarde dans ton moteur de recherche Gmail. Et en effet, je tape sushi saumon, et il y avait un email de mon épouse Chloé qui me demandait qu'est-ce que tu veux pour dîner ce soir, et je lui avais répondu, bah, des sushis saumon, ça me ferait très plaisir. Voilà. Et donc la combinaison de ces trois facteurs a fait qu'il m'a offert une publicité ultra personnalisée, ultra ciblée. Alors, je vous avoue que j'étais un peu surpris quand même, mais le sentiment qui m'a été laissé de ce rendez-vous, c'est une vraie excitation. Quand je suis revenu de cette Silicon Valley, on s'est réunis avec le comité exécutif d'Havas, et j'aurais dit, les amis, là, il faut qu'on accélère sur la data, ce qui est en train de se passer est absolument extraordinaire, ça va révolutionner le monde de la communication et révolutionner toutes les industries. Donc on a accéléré sur le CRM, sur le programmatic buying, on était au début du programmatic buying, accéléré sur la modélisation économétrique, donc comment prévoir les ventes en fonction de la pression publicitaire, mais également de facteurs exogènes, météo, etc. D'ailleurs, chacun d'entre nous dans notre entreprise devrait avoir
un outil de modélisation économétrique. Ça a été des années de croissance extraordinaire pour le groupe. On réfléchissait également à faire de la croissance externe, à racheter des sociétés ou à investir dans des startups prometteuses. Et à ce sujet, 3 ans plus tard, on est en novembre 2016, je m'en souviens, je vais vous expliquer pourquoi, un ami banquier m'appelle et me dit « Il faut que je te présente une startup incroyable, société incroyable, qui cartonne, qui fait du behavioral marketing. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que cette société ?» Il me dit « Tu verras, ça s'appelle Cambridge Analytica, le type est formidable. Il vient d'ailleurs de gagner des élections, il a gagné le Brexit, il a gagné l'élection de Trump. » Je lui dis « Bon, mais je ne suis pas sûr que ce soit une référence pour nous, mais quel est le rapport avec nous? On ne fait pas de politique. » Il me dit « Mais ils ont aussi des clients qui utilisent ces technologies pour augmenter leurs ventes. » Je dis « Bon, très bien, rencontrons-le. » La semaine suivante, le rendez-vous est fixé avec Alexander Nix, qui est d'ailleurs aussi également un personnage très intéressant à bien des égards, et il me raconte sa solution. Et après de longues discussions, je lui dis « Écoute, honnêtement, ça m'intéresse d'investir, les résultats sont exceptionnels, mais je ne peux pas investir dans la partie politique. Donc, s'il te plaît, fais un spin-off de la partie politique. » Et à mon grand regret à l'époque, il m'a dit « Non, la politique, c'est important, il faut que ça reste ensemble. » Je veux dire, il y a des affaires, on est content de les avoir ratées. Parce que 6 mois plus tard, vous vous souvenez du scandale Cambridge Analytica. On se souvient tous de Mark Zuckerberg, les images de lui en train de témoigner devant le Congrès. Moi, je vous avoue que j'ai été très surpris, parce que pour moi, il y avait une sorte de tacite acceptation que si vous aviez un produit gratuit, vous consentiez en échange à donner vos données ou quelque chose. Mais les gens ne l'avaient pas compris. Et d'ailleurs, j'ai lu une étude récemment assez intéressante qui explique le pourcentage de consommateurs ou d'utilisateurs qui se sentent espionnés par leur smartphone. Voilà, il pose une question assez simple. Est-ce que vous vous sentez espionné par votre smartphone? Si vous levez la main dans la salle, ceux qui se sentent espionnés par leur smartphone, levez la main. Voilà. Oui, c'est intéressant parce qu'on n'est pas loin de la réalité. 70% des utilisateurs se sentent espionnés par leur smartphone. Et même, le plus drôle, c'est que 53% se sentent espionnés en permanence. C'est-à-dire qu'ils pensent que même le téléphone éteint, là, comme actuellement, quelqu'un est en train de m'écouter va m'envoyer des publicités en fonction de ce que je viens de dire. J'ai fait le test d'ailleurs hier soir à un dîner, et sur les 6 convives, 5 pensaient que le smartphone vous écoutait en permanence pour vous envoyer des publicités ciblées. Et mon point aujourd'hui, c'est quand même de vous alerter sur un fait important pour les entreprises. 80% des entreprises pourraient disparaître sans que personne ne s'en fiche. 80% des marques peuvent disparaître dans l'indifférence générale. Il faut donc faire très attention à avoir une approche qu'on appelle meaningful de la data. Il y a des choses formidables qu'on peut faire. Chez Vivendi, je pense à Canal+, qui a su se transformer avec sa plateforme MyCanal, qui a des outils de recommandation exceptionnels, algorithmiques, et ça rejoint la présentation de ce matin. Personne n'a le même proposition de MyCanal en fonction de ses goûts. Dailymotion, qui a réussi à se transformer complètement en utilisant la data. Prisma Media, qui est le leader de la presse magazine en France, a réussi sa transformation digitale. Là doit passer la prochaine étape pour se préparer à un monde sans cookies et a déjà réussi, au travers de solutions d'identification, à trouver des façons de continuer à cibler de manière intelligente ses consommateurs. Un autre cas un peu illustratif, amusant, Universal Music. Il y a 5 ans, je discutais avec le patron d'Universal Music, d'un des plus gros labels d'Universal Music, et il me dit « Tu vas voir Yannick, là j'ai un jeune artiste, il va faire un carton, il s'appelle Luis Fonsi, sa chanson s'appelle Despacito, vous vous souvenez? Et tu verras, ça va être un carton. » Je lui dis « Mais comment tu sais que ça va être un carton à l'avance ?» Il me dit « Tout simplement, on l'a passé à la radio à Porto Rico, et le nombre de Shazam associés au passage radio a explosé. » Voilà, un insight tout bête. Et en effet, Luis Fonsi, Despacito a été la chanson la plus téléchargée et la plus écoutée de l'année 2017 ou 2018. Faisons quand même attention, puisque vos marques peuvent disparaître. Donc je vous encouragerai sincèrement à approcher ce sujet de la data personnalisée à la fois avec excitation, comme je l'ai été il y a 8 ans, mais en même temps en faisant attention, puisque ça peut être très dommageable, comme ça a été le cas pour Facebook pendant de nombreuses années, même si ça va mieux aujourd'hui. Ça peut être mortel, comme ça a été le cas pour Cambridge Analytica, mais en même temps, il y a des choses formidables à faire. Si vous me permettez un dernier exemple qui, pour moi, est le plus bel exemple qu'on a pu faire en utilisant de la data et en conciliant le business et une approche meaningful, on avait un client dans la santé qui travaille sur les maladies orphelines. Le problème des maladies orphelines, c'est qu'elles sont rares et qu'elles se détectent souvent trop tard,
puisque les médecins ne reconnaissent pas les premiers symptômes. Ils nous ont demandé si on pouvait les aider à essayer de détecter de manière early stage ces maladies orphelines. On a fait un partenariat avec une société américaine affiliée à la NSA, la National Security Agency, qui avait réussi à trouver, ou en tout cas faire des best guess, où se cachaient les talibans, les terroristes, à la frontière de l'Afghanistan, dans le Waziristan, dans les montagnes. Bon, c'est assez complexe d'expliquer comment ils arrivaient à le faire, mais ils avaient des résultats assez impressionnants. Et on a adapté cette technologie pour découvrir de manière early stage qui pouvait souffrir de telle ou telle maladie orpheline et qui n'arrivait pas à le détecter. Les résultats ont été spectaculaires, non seulement pour notre entreprise partenaire, ça lui a permis de pouvoir donner ces traitements, mais surtout, ça a permis de sauver des vies. Merci beaucoup. Voilà.